Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une puissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan a déjà été écrit, testé et perfectionné au fil des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple de le faire est de maintenir les gens divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. S'ils commencent à travailler ensemble, rappelez-leur les griefs passés. Ravivez les vieilles blessures, financez les mouvements séparatistes, maintenez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque fois qu'ils font un pas en avant, ils en font deux en arrière parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias, contrôlez leurs histoires, dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Une grande salle à Berlin, remplie des plus puissants dirigeants européens, était réunie autour d'une carte de l'Afrique. En quelques traits de plume, ils ont découpé un continent entier, sans la présence d'un seul Africain. Ce fut la conférence de Berlin de 1884 à 1885, une réunion qui a changé l'Afrique à jamais. Ce qui n'était au départ qu'une tentative d'apaiser les tensions européennes liées aux revendications coloniales est devenu le modèle de la division de l'Afrique. Les frontières ont été tracées sans tenir compte des groupes ethniques, des cultures ou des civilisations existantes. Les effets de cette conférence perdurent encore aujourd'hui, alimentant l'instabilité politique, les luttes économiques et les conflits territoriaux. Comprendre ce qui s'est passé à Berlin est essentiel pour comprendre le passé et l'avenir de l'Afrique. Alors, que s'est-il réellement passé à la conférence de Berlin? Découvrons-le. À la fin du XIXe siècle, l'Afrique était devenue l'enjeu ultime d'un jeu d'ambition impériale aux enjeux considérables. Les puissances européennes se bousculaient pour revendiquer de vastes territoires, désireuses d'exploiter les abondantes ressources du continent. Cette course aux terres, connue sous le nom de « ruée vers l'Afrique », était motivée par l'industrialisation, la cupidité économique et le prestige national.
La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le Portugal et la Belgique voyaient tous l'Afrique comme un moyen d'étendre leur influence et leur richesse. Mais en l'absence de règles claires sur les revendications territoriales, les tensions entre les nations européennes atteignaient leur paroxysme. Au cœur de ce chaos se trouvait le roi Léopold II de Belgique, dont l'obsession d'acquérir un empire personnel en Afrique devint le catalyseur de la conférence de Berlin. Léopold avait jeté son dévolu sur le Congo, une région riche en caoutchouc, en ivoire et autres ressources précieuses. Il se présentait comme un humanitaire, affirmant vouloir apporter la civilisation à l'Afrique. Mais derrière cette façade, ses véritables motivations étaient bien plus sombres. Par la tromperie et la diplomatie, il prit le contrôle de l'État indépendant du Congo, un vaste territoire qui serait plus tard exploité par un régime brutal. Son expansion agressive sonna l'alarme dans toute l'Europe, car d'autres nations craignaient que les accaparements de terres incontrôlés de la Belgique ne perturbent l'équilibre des pouvoirs. La Grande-Bretagne et la France, puissances coloniales dominantes, avaient leurs propres intérêts concurrents. La Grande-Bretagne contrôlait l'Égypte et nourrissait des ambitions sur le Soudan et l'Afrique australe, tandis que la France s'étendait rapidement en Afrique de l'Ouest et au Sahara. L'Allemagne, puissance montante sous le chancelier Otto von Bismarck, s'était lancée tardivement dans la colonisation, mais désireuse de s'assurer sa part. Le Portugal, ancien colonisateur, souhaitait protéger ses possessions en Angola et au Mozambique de l'envahissement par des nations plus puissantes. Face à tant de revendications concurrentes et à l'absence de règles formelles, le conflit semblait inévitable. Craignant que les conflits coloniaux ne dégénèrent en guerre entre les nations européennes, Bismarck décida d'intervenir. Bien que l'Allemagne fût initialement peu intéressée par la colonisation de l'Afrique, Bismarck y vit l'occasion de positionner l'Allemagne comme leader diplomatique. Il organisa la conférence de Berlin, invitant 14 nations européennes à négocier l'avenir de l'Afrique. Son objectif ? Créer un système qui empêcherait les luttes intestines européennes, tout en garantissant que les richesses africaines resteraient fermement entre leurs mains. S'ensuivit une réunion qui redessina les frontières de l'Afrique et prépara le terrain pour plus d'un siècle de colonisation. En novembre 1884, des représentants de 14 nations européennes se sont réunis à Berlin à l'invitation du chancelier allemand Otto von Bismarck. L'objectif était d'établir des règles pour le partage de l'Afrique et prévenir les conflits entre les puissances européennes. Parmi les participants figuraient la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal et l'Italie, chacun désireux d'étendre son empire colonial. L'absence des dirigeants africains était flagrante. Le sort de tout un continent se décidait sans la participation des populations qui y vivaient. Pendant des mois, les diplomates européens ont débattu, négocié et redessiné la carte de l'Afrique au gré de leurs propres intérêts. L'un des principes clés convenus était le principe d'occupation effective. Cela signifiait qu'un pays ne pouvait pas se contenter de revendiquer des terres sur le papier. Il devait démontrer un contrôle réel, par exemple par une présence militaire ou des traités avec les dirigeants locaux. Cette règle a encouragé les nations européennes à s'engouffrer en Afrique, à établir de force des administrations coloniales et à écraser toute résistance sur leur passage. Un autre résultat majeur de la conférence fut l'accord de libre-échange le long des fleuves Congo et Niger. À première vue, cet accord semblait constituer une victoire économique pour tous, mais en réalité, il permit aux puissances européennes d'exploiter les richesses naturelles de l'Afrique sans ingérence. Le principal bénéficiaire fut le roi Léopold II de Belgique, qui acquit une reconnaissance internationale pour son contrôle sur l'État indépendant du Congo. Sous couvert de philanthropie et de développement économique, Léopold transforma le Congo en un immense camp de travail forcé, où des millions de personnes souffraient dans des conditions atroces pour extraire du caoutchouc, de l'ivoire et d'autres ressources destinées aux marchés européens. La conférence aborda également la question de l'esclavage, du moins en théorie. Les nations européennes s'engagèrent officiellement à œuvrer à l'abolition de la traite négrière. Cependant, cet engagement resta largement symbolique. Alors que l'esclavage transatlantique avait déjà décliné, une nouvelle forme de travail forcé le remplaça. Sous la domination européenne, les Africains étaient souvent soumis à des conditions de travail brutales dans les plantations, sur les voies ferrées et dans les mines, sans grande différence avec l'esclavage pur et simple. Le résultat le plus dévastateur de la conférence fut peut-être son impact sur les frontières de l'Afrique. Les lignes tracées par les diplomates européens ont totalement ignoré les groupes ethniques, culturels et linguistiques existants. D'anciens royaumes ont été divisés, tandis que des communautés rivales ont été contraintes de se regrouper, ouvrant la voie à des décennies de troubles. La conférence de Berlin n'a pas seulement divisé l'Afrique, elle a jeté les bases de nombreux conflits futurs sur le continent, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui.
La conférence de Berlin de 1884 à 1885 marqua le début officiel de la colonisation à grande échelle en Afrique. Auparavant, l'influence européenne sur le continent se limitait principalement au commerce côtier, aux activités missionnaires et à quelques colonies. Mais désormais, fortes des accords conclus à Berlin, les nations européennes s'empressèrent de revendiquer leurs droits, envoyant soldats, administrateurs et colons pour imposer leur domination. Le continent africain fut partagé comme un gâteau, sans égard pour les populations qui y vivaient. En quelques décennies seulement, près de 90% de l'Afrique était sous contrôle européen, seuls le Libéria et l'Éthiopie demeurant indépendants. La colonisation s'accompagna de la destruction de la souveraineté africaine. Les royaumes, chefferies et empires traditionnels, qui avaient régné pendant des siècles, furent démantelés. Des États puissants comme l'Empire Ashanti en Afrique de l'Ouest, le royaume Zoulou en Afrique australe et le royaume du Bénin furent conquis et intégrés aux colonies européennes. Les dirigeants africains qui résistèrent furent confrontés à une force militaire écrasante, leur peuple massacré et leurs terres confisquées. Là où les dirigeants africains étaient autorisés à rester, ils étaient réduits à l'état de simples marionnettes, contraints de gouverner au service des intérêts européens. Les riches traditions politiques et culturelles de l'Afrique étaient bafouées, les puissances coloniales imposant des lois, des langues et des systèmes économiques étrangers. L'exploitation européenne des vastes ressources naturelles de l'Afrique s'accéléra rapidement. Les colonies se transformèrent en moteurs économiques destinés à alimenter les industries européennes. Or, diamants, caoutchouc, coton, huile de palme et d'innombrables autres ressources furent extraits à des rythmes effarants, les profits revenant presque entièrement à l'Europe. Pour maximiser la production, les puissances coloniales introduisirent des systèmes de travail pénibles, contraignant souvent les Africains à travailler dans des conditions brutales pour un salaire dérisoire, voire nul. Des infrastructures, telles que des chemins de fer et des routes, furent construites, non pas pour bénéficier aux Africains, mais pour acheminer plus efficacement les matières premières vers les marchés européens. Les richesses du continent furent systématiquement drainées, laissant les économies africaines profondément dépendantes de leurs dirigeants coloniaux. L'héritage le plus dommageable de la conférence de Berlin fut peut-être la création de frontières artificielles, sans rapport avec les réalités historiques, ethniques ou culturelles de l'Afrique. Les diplomates européens avaient tracé des lignes sur une carte sans comprendre, ni se soucier des communautés qu'elles divisaient. Des groupes ethniques ayant vécu ensemble pendant des siècles ont été soudainement séparés en colonies, tandis que des groupes rivaux ont été contraints de coexister sous le même régime. Ces divisions contre nature ont semé les germes de futurs conflits ethniques et de guerres civiles. Même après l'indépendance des nations africaines au milieu du XXe siècle, nombre de ces frontières coloniales sont restées inchangées, entraînant des conflits territoriaux, une instabilité politique et des affrontements violents qui persistent encore aujourd'hui. La conférence de Berlin n'a pas seulement divisé l'Afrique, elle a profondément remodelé son avenir. Les conséquences de cette réunion fatidique se font encore profondément sentir, alors que les nations africaines continuent de lutter contre les cicatrices économiques, politiques et sociales laissées par le régime colonial. L'héritage de la conférence de Berlin ne s'est pas arrêté avec la colonisation. Il continue de façonner les réalités politiques, économiques et sociales de l'Afrique aujourd'hui. Lorsque les nations africaines ont accédé à l'indépendance au milieu du XXe siècle, elles ont hérité de frontières et de systèmes de gouvernance profondément imparfaits, imposés par les puissances coloniales. Les dirigeants européens avaient tracé des frontières arbitraires, rassemblant de force des groupes ethniques aux rivalités historiques et en divisant d'autres. Ces frontières sont devenues les fondements d'États nouvellement indépendants, dont beaucoup peinaient à établir leur unité nationale. Les dirigeants se sont souvent retrouvés à gouverner des populations profondément divisées, où tensions ethniques, instabilité politique et coups d'État militaires sont devenus monnaie courante. Le modèle de gouvernance européen, fondé sur l'extraction et le contrôle plutôt que sur la représentation et le développement, a laissé de nombreuses nations africaines en difficulté pour établir des institutions démocratiques fortes. Sur le plan économique, l'Afrique est restée prisonnière d'un système conçu pour favoriser l'Europe. Sous la domination coloniale, les économies africaines étaient structurées autour de l'exportation de matières premières vers les industries européennes, sans se soucier du développement local. Avec l'indépendance, ce modèle n'a pas changé brusquement. De nombreux pays africains se sont retrouvés économiquement dépendants de leurs anciens colonisateurs, exportant des cultures commerciales, des minéraux et du pétrole, tout en important des produits finis à des prix élevés. Ce déséquilibre a engendré des faiblesses économiques durables, les économies africaines peinant à se diversifier et à s'industrialiser. Aujourd'hui encore, de nombreux pays africains sont confrontés à des niveaux élevés d'endettement, de sous-développement et de dépendance à l'aide étrangère, conséquence directe des structures économiques mises en place pendant la colonisation. L'une des conséquences les plus dévastatrices de la conférence de Berlin réside dans les conflits persistants qui ravagent le continent.
Les frontières artificielles tracées par les puissances européennes ont créé de profondes divisions ethniques et politiques qui continuent d'alimenter la violence. Les guerres civiles, les conflits frontaliers et les conflits ethniques dans des pays comme le Soudan, la République démocratique du Congo, le Nigeria et le Rwanda trouvent tous leur origine dans les divisions arbitraires imposées par la colonisation. Ces conflits ont coûté des millions de vies, déplacé des communautés entières et ralenti le progrès économique et social. Aujourd'hui encore, nombre des défis politiques et sécuritaires de l'Afrique trouvent leur origine dans des décisions prises à l'époque coloniale, ignorant les réalités des sociétés diversifiées du continent. Malgré ces défis, l'Afrique connaît un mouvement croissant vers l'unité panafricaine et l'indépendance économique. Inspirés par des dirigeants comme Kwame Nkrumah et Julius Nyerere, de nombreux pays africains ont œuvré pour une coopération régionale renforcée, l'autosuffisance économique et une réduction de la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. La création de l'Union africaine, les accords commerciaux régionaux et des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, témoignent d'une détermination à surmonter les divisions créées par le colonialisme. Si les cicatrices de la conférence de Berlin persistent, l'Afrique reconquiert son avenir, œuvrant pour un continent plus unifié et prospère, libéré des chaînes économiques et politiques de son passé colonial. La conférence de Berlin a remodelé l'Afrique sans voix africaine, laissant derrière elle un héritage de conflits, de difficultés économiques et de frontières artificielles. Son impact se fait encore sentir aujourd'hui. Comprendre cette histoire est crucial pour construire un avenir meilleur. Et si la conférence de Berlin n'avait jamais eu lieu, en quoi l'Afrique serait-elle différente? Partagez vos impressions dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire.